Donc, on va reprendre. Merci de faire le silence. Nous allons avoir 4 présentations de 4 nouveaux chercheurs membres réguliers du CEF. Et puis, pour chacune des présentations, c'est un total de 20 minutes incluant les questions. Donc, nous allons commencer avec Audrey Maheu de l'Université du Québec en Outaouais. Donc, bonjour à tous. Je ne suis pas encore habituée avec les micros, là, donc vous me ferez signe si on m'entend mal. Donc, je m'appelle Audrey Maheu. Je voulais vous dire tout d'abord merci de m'accueillir comme nouveau membre régulier au CEF. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Puis, merci de m'offrir cette tribune-là aujourd'hui pour parler un peu de mes travaux de recherche. Donc, je suis professeure au département des sciences naturelles de l'UQO depuis 2017. Puis, mon programme de recherche est axé vers l'éco-hydrologie. Donc, moi, je viens du monde plus de l'hydrologie. Donc, ma formation a vraiment été basée plus en hydrologie. Puis, les grandes questions de recherche auxquelles je cherche à répondre, la première, c'est comment l'eau et l'énergie circulent dans l'environnement. Puis ensuite, comment ça vient influencer les écosystèmes forestiers et aquatiques. Donc, il y a un premier volet de ma recherche qui se passe vraiment en milieu aquatique. Donc, c'est un peu là, moi j'ai fait mon doctorat dans des rivières à saumon au Nouveau-Brunswick, donc c'était vraiment un superbe endroit où travailler. J'ai étudié le microclimat des cours d'eau forestiers, comment ça vient influencer la température de l'eau et l'habitat du poisson. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pan de ma recherche qui est beaucoup plus récent puis qui s'intéresse plus aux écosystèmes forestiers et surtout à notre capacité à prédire la disponibilité de l'eau pour ces écosystèmes forestiers avec les changements climatiques. Pourquoi on s'intéresse tant à cette question-là? C'est en fait, avec les changements climatiques, il va y avoir une modification du cycle hydrologique. C'est un des principaux points d'impact des changements climatiques, c'est vraiment de venir modifier comment l'eau circule dans l'environnement. Il y a 2 choses auxquelles on s'attend sous nos latitudes. La première, M. Mencucini en a parlé un peu, c'est avec un réchauffement des températures, on augmente la demande évaporative de l'atmosphère. Donc, l'air chaud est capable de contenir plus d'humidité. Donc, c'est comme si l'effet de pompe va être plus important, ce qui fait qu'on s'attend à ce que l'évapotranspiration, donc l'évapotranspiration, c'est la somme de l'évaporation au sol et de la transpiration par la végétation. On s'attend à ce que ça l'augmente. Ce qui fait qu'on pourrait venir, en fait, épuiser la réserve d'eau disponible dans le sol. Donc, plus on pompe d'eau dans le sol, moins il en reste pour, par exemple, passer à travers l'été. L'autre chose à laquelle on s'attend ici sous nos latitudes, c'est en fait une petite augmentation des précipitations, ce qui peut sembler un vraiment bon signe. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces précipitations-là vont avoir tendance à être concentrées vraiment en événements extrêmes. Donc, on se retrouve avec des plus grandes périodes sèches suivies d'une journée où on a une pluie vraiment intense. Donc, on sait qu'il y a des changements dans le cycle hydrologique qui s'en viennent. L'idée ensuite, c'est d'aller voir vraiment comment ça vient affecter la disponibilité en eau pour les arbres. Puis pour répondre à cette question-là, il y a 3 grands défis qui se posent et dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier défi, M. Mencucini en a aussi parlé, c'est de modéliser l'évapotranspiration de manière robuste. Par robuste, c'est un peu le jargon d'hydrologue qui ressort, mais ce que ça veut dire robuste, c'est d'avoir un modèle pour prédire l'évapotranspiration qui est apte à bien représenter ce qui se passe dans un environnement changeant. Parce que souvent, les modèles sont bons pour simuler des choses lorsque les conditions sont stables, mais dès qu'on met un changement dans l'environnement, souvent les modèles ne performent pas super bien. Le deuxième défi, c'est de caractériser la variabilité spatiale de la disponibilité en eau. Et le troisième défi dont je vais vous parler, c'est de vraiment être capable de bien représenter la végétation au sein même des modèles hydrologiques. Donc, le premier défi, qui est de modéliser l'évapotranspiration, en fait, c'était le sujet de mes travaux de postdoctorat. Je participais à un gros projet de recherche qui s'appelle le projet EVAP à l'Université Laval, donc sous la direction de François Anctil. Puis, ce projet-là, il s'intéresse justement à améliorer la modélisation de l'évapotranspiration dans les modèles hydrologiques. Pourquoi s'intéresser particulièrement à l'évapotranspiration? En fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un maillon faible des modèles hydrologiques. Les modèles d'évapotranspiration, souvent, ils ont une très forte dépendance à la température de l'air. Donc, dès qu'on regarde ce qui se passe avec des scénarios de changement climatique, on a un réchauffement des températures de l'air, puis on se retrouve avec des grandes surestimations de l'évapotranspiration. Donc, on a essayé de voir comment on était capable d'améliorer la prédiction de ce flux-là pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste.
Puis une des choses qu'on a faites, on a puisé en fait l'idée que l'évapotranspiration, c'est à la fois un flux hydrique, donc un transfert d'eau de la surface vers l'atmosphère, mais c'est aussi un flux d'énergie, parce que il y a un changement de phase de l'eau. Donc l'eau, elle passe de l'état liquide à la vapeur d'eau. Et pour représenter à la surface terrestre, on est capable de modéliser le bilan d'énergie. Donc, à partir de cette propriété-là, on est capable d'aller modéliser l'évapotranspiration puis de venir contraindre ça en fonction de l'énergie disponible. Donc, c'est un peu une approche différente de ce que M. Mencucini présentait avant. Donc, au lieu d'y aller avec une approche par trait, nous, on a vraiment préconisé une approche thermodynamique pour modéliser l'évapotranspiration. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un modèle de bilan d'énergie, puis on l'a intégré dans un modèle hydrologique. Puis on a décidé d'utiliser un modèle très récent qui est basé sur un principe de production maximale d'entropie. Ce modèle-là, qui avait été développé surtout d'un point de vue théorique, puis que nous, on a décidé de tester, il est basé sur un principe d'optimalité. Donc, dans la nature, donc les systèmes naturels vont avoir tendance à avoir une organisation, un certain schéma d'organisation qui va avoir tendance à favoriser un fonctionnement optimal. Ce qui fait en sorte qu'il va y avoir toujours des processus qui vont être optimisés ou minimisés. Puis c'est à partir de ce grand fondement-là que ce modèle-là de production maximale d'entropie a été développé pour prédire le bilan d'énergie. Donc, on a pris ce modèle-là de bilan d'énergie, on l'a intégré à un modèle hydrologique, puis on a été testé à différents sites avec des climats contrastés. Pour faire ça, on a choisi 3 sites du réseau Amir-Flux aux États-Unis où il y a des grandes tours à flux qui ont été déployées puis qui mesurent l'évapotranspiration. Donc, on avait des observations avec lesquelles on pouvait comparer notre modèle. Ici, je montre juste les résultats. On a fait ça pour un site en climat aride, en climat méditerranéen, et un site en climat tempéré. Ici, je montre juste les résultats en climat tempéré. Donc, en noir, ce que vous pouvez voir, c'est les observations. En rouge, la transpiration, et en comme rosé, si on veut, c'est l'évaporation au sol. Donc, on peut voir que de manière générale, ça fonctionne relativement bien. On a un petit problème de surestimation en début de saison, probablement dû à ce qu'on a de la misère à bien capter, c'est l'arrivée des feuilles sur les arbres. Mais ça reste qu'on a été capable de faire une preuve de concept de ce modèle-là qui avait été presque pas utilisé. Puis là, on travaille en ce moment à l'appliquer à la forêt Montmorency, où dans le cadre de ce projet-là, il y a une tour à flux qui a été déployée. Donc, on va aller tester ce modèle-là en modèle vraiment sous nos latitudes ici pour nos écosystèmes forestiers. Et surtout, on va regarder qu'est-ce qui va se passer avec les changements climatiques si c'est un modèle qui performe bien, justement, dans un contexte de simulation climatique. Le deuxième défi dont je vous parle aujourd'hui pour être capable de bien caractériser la disponibilité en eau pour les écosystèmes forestiers, c'est de vraiment d'être capable d'aller capter la variabilité spatiale. Ça, c'est le sujet du projet de postdoc de Cybèle Cholet, qui est ici aujourd'hui, qui a une affiche demain. Donc aujourd'hui, je vais juste donner un petit survol, mais vous pouvez aller la voir si vous voulez savoir plus de détails sur ses travaux. Donc Cybèle, ce qu'elle fait, c'est elle modélise l'humidité du sol pour toutes les forêts de l'Outaouais pour être capable de voir comment l'exposition au stress hydrique va évoluer avec les changements climatiques. Donc avant de se lancer sur toute la région de l'Outaouais, on a décidé de faire des tests de notre modèle à la forêt du Chêné, où il y avait une chronique d'humidité du sol de disponible. On était capable de voir comment notre modèle fonctionnait. Pour modéliser l'humidité du sol, on utilise un modèle de surface qui s'appelle CLASS. À ce modèle de surface-là, on donne en intrant différentes simulations climatiques qui sont faites par le modèle régional canadien du climat. Pour deux scénarios d'émission, donc un scénario optimiste, le 4.5, et un scénario business as usual, le 8.5. Les autres intrants au modèle, c'est une description de la végétation qui se fait essentiellement à partir du LAI et aussi des propriétés du sol. On utilise la base de données de Jean-Daniel Sylvain. Et ce qui sort de ce modèle-là, en fait, c'est la teneur en eau du sol volumétrique. Et ensuite, nous, on convertit ça en tension de succion ou en potentiel matriciel, qui est en fait une bien meilleure valeur pour évaluer la disponibilité de l'eau pour la végétation. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble la performance du modèle. Ici, c'est à la forêt du Chêné. En gris, ce sont les observations et en bleu, c'est le modèle. Donc, on peut voir que l'hiver, vraiment, il y a quelque chose, ça l'accroche, mais on se rend compte que l'été, en fait, la performance du modèle est assez bonne. Puis on est capable d'aller justement capter les épisodes où la teneur en eau du sol descend vraiment beaucoup. Donc, sachant que le modèle performait relativement bien, on est allé faire une analyse de sensibilité. Comme ça, on est capable de dire,
bien, c'est quoi les paramètres du modèle sur lesquels je dois me concentrer si je veux être capable de bien caractériser cette variabilité spatiale-là à l'échelle des forêts de l'Outaouais. Donc, on a fait une analyse selon la méthode de Morris. Plus une valeur est dans le coin à gauche en haut ici, à droite en haut, pardon, plus ça veut dire que ce paramètre-là est sensible dans le modèle. Donc, ce qu'on voit, c'est la première chose qui vient influencer ici la sévérité du stress hydrique et puis la durée du stress hydrique. Pour un stress hydrique relativement modéré, ici, là, qui passe sous les 5000 HPA, ce sont les propriétés du sol. Donc, la texture du sol, le pourcentage d'argile, le pourcentage de sable, mais aussi la profondeur du sol vont venir vraiment influencer la sévérité et la durée du stress hydrique. Ensuite, le paramètre le plus sensible se rapporte à la végétation, puis c'est la résistance stomatique minimale. Ce qui, moi, m'a surprise un peu, je ne m'attendais pas à ce résultat-là, donc on travaille à regarder ça un peu. Puis, dans une moindre mesure, il y a aussi les caractéristiques racinaires, donc la profondeur maximale d'enracinement qui venait influencer justement la sévérité et la durée du stress hydrique. Donc, on a fait la plupart de nos tests à la forêt du Chêné. On a aussi fait des tests à une forêt aux États-Unis qui s'appelle la forêt Bartlett. Puis là, on est vraiment à l'étape de regarder qu'est-ce qui se passe pour tout l'Outaouais. Donc, à suivre pour ces projets-là. Mais pendant qu'on faisait nos tests à la forêt du Chêné, on a quand même regardé, on a simulé des scénarios de changement climatique pour voir qu'est-ce qui se passait à ce site-là spécifiquement. Puis ce qu'on a observé, c'est en termes de sévérité du stress hydrique, on s'attend à une augmentation du stress hydrique. Donc, plus la valeur est négative ici, plus le stress est important. Donc, à la fois pour les scénarios optimistes et le scénario business as usual. Puis ensuite, en termes de durée du stress hydrique, on voit aussi une petite augmentation dans la durée du stress hydrique. Vous remarquerez que la variabilité du signal, elle est assez importante ici. Donc, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Ici, vraiment, il y a des modèles climatiques qui ne montraient pas nécessairement une augmentation justement de la sévérité et de la durée du stress hydrique. Quand on utilise cette approche-là aussi, ou quand on travaille avec le stress hydrique, souvent, il faut fixer un seuil. Par exemple, ici, dans le graphique du bas, on regarde le nombre de jours où on passe sous un certain seuil de stress modéré. Ce qui n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours facile de fixer ce seuil-là. Donc, on a décidé d'utiliser une autre approche, plus statistique cette fois-ci, où on n'a pas justement besoin de fixer ce seuil-là. On a utilisé une approche qui est basée sur le régime switching, où, en fait, c'est un peu une technique pour venir classifier notre chronique de tension de succion, donc d'humidité de l'eau dans le sol, pour voir les grandes catégories de régimes d'humidité d'eau dans le sol qu'on a. Donc, en climat contemporain, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a 4 grands régimes. Donc, ici, pour chaque couleur, c'est un régime d'humidité d'eau dans le sol. Puis quand on passe en climat futur, on se retrouve avec un 5e régime qui apparaît ici puis qui vient décrire justement les événements où la tension de succion descend sous les 5000 kPa, donc un stress un petit peu plus important. Donc ça, ce sont des tests qu'on a faits en collaboration avec Bouchra Nasri, qui est postdoc à l'Université McGill, donc qui est statisticienne, qui nous aide avec ces travaux-là. Puis ça, c'est des travaux d'une démonstration faite seulement pour une simulation climatique, pour un scénario d'émission, le scénario d'émission optimiste. Donc, on est à travailler pour voir si on observe justement l'ajout de ce 5e régime-là pour les autres simulations climatiques. Ensuite, le dernier défi dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce défi-là de représenter la végétation au sein des modèles hydrologiques. Donc, M. Mencucini en a parlé aussi un peu. Puis, dans les modèles de surface, donc souvent, c'est des modèles colonnes qu'on utilise à l'échelle globale, donc à l'échelle planétaire, on commence à avoir une meilleure description de la végétation, mais ça reste que dans les modèles hydrologiques, donc souvent à l'échelle du bassin versant, et particulièrement au Québec, on est vraiment loin de là encore. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour être capable d'améliorer la représentation de la végétation. Par exemple, les effets de densité de la végétation, on les représente souvent à partir du LAI, mais ça reste que c'est souvent des fonctions très empiriques, souvent qui ont été développées, par exemple, en Europe ou dans l'ouest des États-Unis, puis qu'on n'a jamais vraiment nécessairement testé ici. Donc, il y a un travail justement pour venir au moins tester ces fonctions empiriques-là. L'autre chose qui reste à améliorer, c'est vraiment d'un point de vue souterrain, c'est encore plus simplifié. Souvent, on met une profondeur d'enracinement fixe. Pour tout le territoire, on ne la fait même pas varier d'un point de vue spatial. Or, on sait que les conditions de site vont vraiment venir influencer la profondeur d'enracinement, que ce soit à cause de la texture du sol, mais aussi à cause de la microtopographie. C'est ce que des travaux de mon étudiante à la maîtrise, que je co-supervise avec Frédéric Doyon, ont montré.
Donc, ce sont les travaux de Florence Stock qui présente demain. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous irez voir sa présentation. Ce que Florence a fait, c'est qu'elle est allée mesurer les conditions d'humidité de l'eau, d'humidité du sol et les propriétés racinaires en site de creux et en site de monticule pour voir l'effet de la microtopographie. Puis ce qu'elle a observé, sans grande surprise, c'est que les creux sont plus humides. Donc, de par leur forme, l'eau va avoir tendance à s'accumuler là. Mais ensuite, le travail vraiment colossal qu'elle a fait, c'est d'aller vraiment mesurer avec des carottes la biomasse racinaire et sa répartition dans le sol, et aussi la production racinaire avec des chambres de croissance. Et ce qu'elle a montré, c'est que la biomasse et la production racinaire étaient moindres dans les creux. J'en dirai pas plus, donc je vais laisser la chance à Florence de faire sa présentation. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que cette interaction-là fine entre la microtopographie et les propriétés racinaires, eh bien, on ne la capte pas du tout dans les modèles hydrologiques, ça c'est sûr. On ne capte même pas cet effet de microtopographie-là, qu'on sait est quand même important pour être capable de représenter les micro-refuges, qui, en fait, on se rend compte, jouent un rôle vraiment primordial pour que la végétation puisse résister à des événements de sécheresse, par exemple. Puis le dernier point dont je voulais parler, c'est que cette question-là de représenter la végétation, elle est importante pour des questions de disponibilité en eau, mais aussi, à l'inverse, pour des surplus en eau, qui est un sujet assez d'actualité, particulièrement dans notre région, où on se retrouve avec toutes les inondations. Puis je vais parler un petit peu d'un projet avec Sylvain Delagrange, où on va mesurer les services écosystémiques fournis par des îlots forestiers en Outaouais. Puis ce qu'on va faire, un des services écosystémiques auxquels on s'intéresse, c'est la régulation de l'eau. Puis cet été, on va aller mesurer vraiment comment la végétation va influencer l'infiltration. Donc, on va aller faire des mesures d'infiltration en milieu vert et en milieu boisé pour comparer justement cet effet-là. Donc, pour conclure ma présentation, je vous ai parlé de 3 grands défis auxquels on fait face pour être capable de prédire comment la disponibilité en eau va évoluer face au changement climatique. Le premier, c'est d'être capable de modéliser l'évapotranspiration de manière robuste. Puis l'approche proposée ici, c'était une approche thermodynamique, où on vient intégrer un modèle de bilan d'énergie dans les modèles hydrologiques. Ensuite, c'était de bien caractériser la variabilité spatiale. Puis pour faire ça, en fait, c'est important d'aller capter vraiment les propriétés du sol et de végétation qui viennent affecter la disponibilité en eau dans le sol. Ça, c'était les travaux de Cybelle que j'ai présentés. Et finalement, le dernier défi, c'est de vraiment améliorer la représentation de la végétation dans les modèles hydrologiques. Pour répondre à ce 3e défi-là, je pense qu'il faut vraiment mettre de côté un peu les modèles, puis vraiment aller faire des études sur le terrain. Il y a vraiment des données empiriques à aller chercher pour être capable vraiment de répondre à ce défi-là, puis voir comment la végétation va influencer les processus hydrologiques. Bon, merci. Merci beaucoup, Audrey. Est-ce qu'il y aurait une question? Peut-être on a le temps pour une. Moi, j'en aurais une. Je suis content qu'il n'y ait pas de main qui se lève pour faire un lien d'ailleurs avec la... Comme bon hôte, voici. Présentation très intéressante, merci. Je me demandais dans le cas de l'expérience à Duchesnay, où tu mentionnes que le modèle fonctionne assez bien, mais il décroche pendant l'hiver. Si tu avais une explication pour ce décrochage. Oui, on sait que CLAS, l'hiver, ça ne fonctionne pas super bien. Puis en fait, c'est le gel-dégel, le modèle CLAS, ne fonctionne pas nécessairement bien. C'est une problématique que les chercheurs responsables de CLAS ils travaillent là-dessus. Donc, c'est surtout cet effet-là. Moi, ça ne m'inquiète pas trop. C'est vraiment le modèle simule un peu des valeurs qui n'ont pas vraiment de bon sens, là, mais c'est surtout parce qu'on ne représente pas bien le gel. Hey, ça a été une question. Ah, OK. De ce côté-ci, oui, juste ici en avant. Ça sera la dernière, parce que vu que ça a été une question, une réponse courte. Je vous remercie pour cette présentation. Moi, j'ai justement une question au sujet de la robustesse du modèle dont vous avez parlé, parce que c'est l'intégration de modèles d'énergie et puis celui hydraulique. Et comment est-ce que vous prenez en compte les incertitudes liées à chaque type de modèle dans le modèle intégré? Est-ce que c'est pas ça qui justifie aussi l'artefact qu'on voit au niveau de la partie d'hiver? OK. Pour la partie d'hiver, c'était vraiment juste une partie de modélisation. On ne faisait pas la modélisation couplée bilan d'énergie, bilan hydrologique. Mais pour prendre en compte l'incertitude, c'était des travaux c'était vraiment une preuve de concept qu'on cherchait ici à faire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on s'est beaucoup occupé, cette question d'incertitude-là. Vraiment, ce qu'on voulait faire, c'était montrer que ça fonctionnait. C'était vraiment ça notre objectif. Fait que c'est quelque chose sur lequel on va travailler dans le futur, mais on l'a pas fait pour le moment.
Merci beaucoup.